grande partie par la question linguistique, l'opposition entre russophones à l'est et ukrainophones à l'ouest, mais c'est une distinction tout à fait journalistique dans la mesure où, ayant séjourné là-bas, j'ai constaté que, en fait, tout le monde était bilingue là-bas, comme me l'a dit une spécialiste à Kiev. Donc ne craignez-vous pas, sinon ici en Moldavie, une extension du conflit initié par les Russes en Ukraine, du moins un conflit qui, du plan politique où il existe actuellement, pourrait dépasser ce plan politique ici en Moldavie. Ne craignez-vous pas cela? Vous savez, la menace russe a toujours plané sur la Moldavie, surtout après la déclaration de l'indépendance, parce que l'indépendance qui a été déclarée en 1991, c'était plutôt un premier pas que les politiciens auraient dû entreprendre, parce que le second pas aurait dû être la réunification avec la Roumanie. Si à cette époque-là on avait pris cette décision importante, je crois qu'aujourd'hui on aurait pu se dire qu'on est à l'abri de toute menace impériale russe, car notre histoire, l'histoire de cette terre, de ce territoire entre le fleuve Prut et Dniestre, c'est une histoire des conquêtes, surtout des conquêtes qui venaient de l'Est. C'est une histoire aussi des guerres, c'est une histoire de changement de l'identité sous l'occupation impériale russe, de changement de la mentalité sociale, du changement du nom de la langue, etc., etc. Donc moi, je dirais plutôt que la guerre que la Russie mène aujourd'hui en Ukraine, ce n'est pas une guerre qui se base sur le conflit linguistique. Parce que sur l'ex-territoire de l'Union soviétique, absolument dans toutes les anciennes républiques soviétiques socialistes, il y avait cette problématique de conflit entre la langue russe qui exerçait une coercition assez importante sur les langues nationales, mais ces conflits n'ont jamais été sanglants. Ni en République de Moldavie, ni en Ukraine. Je crois que la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine est plutôt la manifestation d'un désir, d'un seul personnage qui est Vladimir Poutine et qui rêve de ressusciter l'ancienne Union soviétique ou au moins de ressusciter l'importance et l'influence de la Russie sur ses anciens territoires soviétiques. La question linguistique n'a été qu'un seul prétexte. Un prétexte, oui. Voilà, ça a été le prétexte, donc c'est la question qui a déclenché la guerre, mais le vrai but de la guerre, les vrais désirs de celui qui a déclenché cette guerre sont beaucoup plus au-delà de la simple question linguistique. En République de Moldavie, le mouvement de l'émancipation nationale qui a commencé vers la fin des années 80, début des années 90, a eu une explication linguistique parce que la langue qu'on parlait ici, selon les manuels soviétiques, c'était le moldave, en base de l'alphabet slave, et nous savons que la langue roumaine est une langue latine, de provenance latine, romane, qui devrait s'écrire avec l'alphabet latin. Et ma mère se souvenait à l'époque, en 1940, quand les Russes étaient venus, donc tous les élèves qui étaient en deuxième classe devaient refaire l'année pour apprendre l'alphabet cyrillique et pour apprendre à écrire en langue roumaine avec l'alphabet cyrillique. Voilà, ça a été... donc vous voyez, la langue et l'alphabet, c'est une composante très importante, explicite du pouvoir. Venons-en justement à vous citez votre mère, à votre propre expérience dont vous parlez dans votre livre qui est intitulé Les pouvoirs de la langue. Oui. Donc vous dites qu'enfant, donc à l'époque soviétique, vous résidiez dans la plaine du Prout.
Ouais, ouais. qui est la frontière entre la Roumanie et la Moldavie, et que vous écoutiez donc les médias roumains, que vous compreniez parfaitement. Donc ça vous étonnait. D'autre part, vos grands-parents, écrivez-vous, écrivaient le roumain en caractère latin précisément. Ouais, et cela vous a étonné, et vous avez posé la question à votre père. Pourquoi est-ce que nous écrivons le roumain en lettres cyrilliques, et votre père vous a dit, vous a imposé le silence? Ah oui, c'est ça. C'est vrai, parce que je me souviens d'une querelle que j'ai eue avec une amie russe. J'ai grandi dans une ville du sud de la Moldavie qui s'appelle Kaoul, et c'est une ville très russifiée, comme d'ailleurs tous les sites urbains en Moldavie. Et je me souviens très bien de ces querelles. On jouait tout simplement comme tous les enfants, mais quand on se querellait, c'était sur des motifs ethniques et linguistiques. Et mon amie, elle m'a jeté comme ça une phrase qui m'a beaucoup offensée. Elle a dit qu'à vous, les Moldaves, vous êtes bêtes parce que vous n'avez même pas votre propre alphabet. Vous écrivez avec l'alphabet russe. Moi, je lui dis, mais non, j'ai des livres dans ma maison, j'ai des livres chez moi avec l'alphabet latin. Et j'ai couru vers mes parents, vers mon père. Je lui ai dit, mais comment c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Nous avons un alphabet. Pourquoi est-ce que nous utilisons l'alphabet russe? Il m'a dit, surtout, tu te tais, ne soulève pas cette question. Voilà, donc j'avais 8 ans. Et j'avais ce sentiment d'injustice par rapport à la langue roumaine, par rapport à notre alphabet véritable et vrai. D'autre part, vous avez appris très tôt le russe, et vous dites que vous avez lu beaucoup de littérature russe dont vous êtes imprégné, ce qui a d'ailleurs, dites-vous, écrivez-vous, déterminé votre vocation linguistique. Vous écrivez également que vous avez 2 langues maternelles, donc le roumain bien sûr, et le russe par appropriation. Et vous écrivez la coercition, le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, la coercition du russe était conçue par moi à l'époque comme un fétiche. Qu'est-ce que vous comprenez? Je vous dirai immédiatement. Comme on était dans un milieu urbain avec beaucoup de russophones, et moi, je fréquentais la seule école de langue roumaine dans ma ville natale. Et c'était une école moldave, voilà. C'était la seule, l'unique école. Mais tous mes amis étaient des Russes. Ils parlaient russe. Je parlais russe aussi, et je parle russe très bien. J'avais un très bon russe, une très bonne langue russe, parce que j'ai lu quasiment toute la littérature universelle en langue russe. Les chefs-d'œuvre de la littérature universelle, y compris de la littérature française, étaient traduits d'abord en langue russe, ensuite vers la langue nationale. Mais j'ai beaucoup lu en russe, et c'était à la mode de se dire russe plutôt que moldave, parce que les Russes qui étaient là nous apostrophaient, ah ben vous êtes des bêtes, vous êtes des minorités incapables, etc., etc. Et donc, par esprit de protection, il y avait des situations quand je ne disais pas que j'étais roumaine, moldave, et en plus j'avais un nom russe, j'étais Petrov. C'était facile et voilà, et pour moi, donc être russe, c'était quelque chose de supérieur. Je sentais cette attitude péjorative, dépréciative envers les Moldaves. Voilà pourquoi je crois que beaucoup de jeunes à cette époque-là, comme moi, préféraient de temps à autre dire qu'ils étaient russes et non pas moldaves. Votre père est d'origine russe? Non. J'ai étudié mon arbre généalogique. Mon grand-père était aussi Petrov sur la ligne paternelle. Donc jusqu'au début du XVIIIe siècle, c'était Petrov toujours avec Moș, un petit sorte de off roumain, n'est-ce pas? Un suffixe roumain, voilà, un suffixe qui a été russifié. Probablement, mais non, parce que les prénoms de tous mes ancêtres, ce sont des prénoms roumains, Alexandre, Gheorghe, Ion, donc par contre, sur la ligne paternelle, ma grand-mère, la mère de mon père, elle était d'origine turque.
à travers les siècles, voilà, mais elle parlait roumain, elle parlait bulgare, elle parlait turc. Donc mon ancien grand-père, il était d'Obrioglu, donc c'était un Turc romanisé ici sur place, parce qu'au sud de la Moldavie, il y a beaucoup de noms qui se terminent à la manière turque, mais qui sont des Roumains. Donc ce sont les vestiges des guerres turques, du passage des Turcs par-ci, par-là. Et sur la ligne maternelle, c'est purement roumain. Ma mère était du nord de la Moldavie. Quand vous parlez de russophones avec lesquels vous viviez, il s'agit de Moldaves russophones ou de Russes ethniques? C'était des Russes ethniques. C'était des Russes ethniques parce qu'il y avait beaucoup... D'abord, il y avait beaucoup de militaires à Kaoul. C'était une petite ville où il y avait un bout de l'armée, je peux dire, qui était installé là. Donc, et il y avait beaucoup d'officiers russes qui venaient là pour satisfaire leur service militaire, mais ce n'était pas un service de 2 ans. Donc ils étaient envoyés pour peupler ces régions. Et c'était des Russes qui venaient de la Russie profonde même, parmi eux, pas des Russes des régions très proches, mais justement des Tatarstan surtout. Les Russes de Tatarstan venaient s'installer ici en Moldavie. Alors, sur cette histoire de la coercition de la langue russe, vous dites que cette prédominance, on va dire, de la langue russe a généré un bilinguisme, voire un multilinguisme qui réfère à une seule identité, l'identité russe. À savoir que toutes les minorités que vous citiez tout à l'heure avaient pour facteur commun la langue russe, donc l'identité russe. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Selon vous, s'agirait-il donc de remplacer cette coercition de la langue russe par la coercition de la langue roumaine actuellement, de façon à créer l'identité roumaine qui soit le facteur commun de tous les citoyens moldaves? Malheureusement, le roumain n'a pas réussi ce coup de théâtre parce que nous restons ici la majorité en République de Moldavie, 90%, mais une bonne partie de ces 90% de population autochtone, donc ce sont des gens qui proviennent des familles mixtes, voilà. Et dans ces familles mixtes, c'est le russe qui a prédominé et pas le roumain. Il y a beaucoup de gens qui ont des noms roumains, mais qui se disent être russes, qui se disent parler moldave et pas roumain. Donc il y a une confusion de dénomination de la langue, etc. Mais quant aux minorités qui habitent la Moldavie, oui, c'est vrai. Donc à l'heure actuelle, il y a quelques 7% d'Ukrainiens, 4% de Russes, 4,2% de Gagaouzes, ensuite les autres minorités. Mais tous ensemble, ils forment une minorité monolingue, russe, russophone. Et ils plutôt se détachent de leur propre identité pour s'approprier l'identité russe. Je connais qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, de Gagaouzes de chez nous, qui ne veulent pas aller à l'école et étudier en ukrainien ou en Gagaouze, mais ils préfèrent le russe. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Ils disent qu'ils ne peuvent pas s'imaginer autrement. Voilà. Donc il n'y a pas, même si politiquement la République de Moldavie accorde beaucoup de droits aux minorités, y compris ce droit qui est assuré par le budget public d'étudier dans une école dans leur langue maternelle. Mais ils ne veulent pas le faire. D'accord. Ils étudient plutôt sporadiquement cette langue en tant que discipline. Voilà, ils font les disciplines en russe, par exemple, mais ils ont la discipline, la langue ukrainienne, par exemple, ou la langue gagaouze, qui est une langue turque, en principe. D'accord. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, la Moldavie a une histoire distincte de la Roumanie, dans la mesure où la Moldavie a été soviétisée après la Deuxième Guerre mondiale, quand la Roumanie restait un État indépendant, socialiste mais indépendant. Est-ce que cela a eu une influence, je dirais, naturelle sur la langue roumaine parlée en Moldavie, ou est-ce que le pouvoir soviétique a intentionnellement russifié, d'une certaine manière, la langue roumaine parlée en Moldavie en imposant le cyrillique et en imposant des modifications sur le plan syntaxique et lexical,
ou est-ce que c'est une évolution liée au contexte dans lequel vivait... C'est plutôt une évolution liée au contact permanent entre le roumain et le russe. On ne peut pas dire qu'il y a eu une politique spéciale de modification de la grammaire, etc. Juste par l'introduction, par le biais de l'introduction de l'alphabet russe, on a beaucoup rapproché le contact entre le roumain parlé ici et la langue russe. Et en plus, bien sûr, la domination des médias qui étaient en langue russe. Moi, j'ai fait moi-même mes études, j'ai suivi une formation ici dans cette université de Chisinau, faculté des langues étrangères, à part le français et l'espagnol qui étaient les deux langues étrangères que j'ai étudiées, les autres disciplines, y compris l'histoire de la France. La littérature française était enseignée en russe, ce qui, moi je m'indignais beaucoup parce que pourquoi ne puis-je pas suivre un cours de littérature française ou d'histoire française en français? Mais non, c'était des gens spéciaux qui enseignaient l'histoire du Parti communiste, qui venaient nous parler de la France, de l'histoire de la France. Mais comme j'ai eu... mon père était historien, j'avais beaucoup de livres, donc je connaissais beaucoup de choses avant de venir à l'université sur la France. Mon père qui... était amoureux du français, qui parlait français, qui écrivait même en français, m'a cultivé cet amour pour la France, cette francophilie, je la sentais en moi dès mon enfance. J'ai eu une facilité pour la langue française que je n'explique jusqu'à un jour, probablement c'est une sorte d'alter ego. Mais revenant à ce contact entre le roumain et le russe, ça a été un contact très nocif pour la langue roumaine ici, qui malheureusement se fait ressentir même aujourd'hui. Aujourd'hui, le roumain que vous entendez dans le transport public, dans les rues, les ados, etc. Il y a même des artistes qui promeuvent cette manière de parler incorrectement roumain avec des russismes et ils croient que c'est cool, c'est intéressant, mais malheureusement ça approfondit nos problèmes linguistiques parce que nous n'avons pas, durant les 33 années d'indépendance, malheureusement, nous n'avons pas replacé la langue roumaine sur un piédestal correct, c'est-à-dire être bien informé en roumain, avoir la presse écrite et digitale en roumain. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup d'influences russes ici sur place, beaucoup d'institutions, médias qui sont russophones, etc. Donc ça pénètre de tous côtés. On n'a pas eu une politique correcte dès le début et maintenant c'est déjà tard. Parce que c'est l'ère digitale, on ne peut pas stopper, on ne peut pas arrêter cette avalanche qui vient de tous côtés, avec les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les gens écoutent, pratiquent beaucoup les réseaux sociaux russes, Contact par exemple. Oui, Contact. Et non seulement, vous savez, même TikTok qui est un réseau chinois, il abonde dans des comptes, faux comptes, qui distribuent des informations pro-russes. C'est une guerre qui est menée sur les réseaux sociaux. Et c'est très facile de tomber sous l'influence de cette propagande, parce que je crois qu'il faut avoir beaucoup de discernement et avoir cette culture de l'information pour dire « Ah, ben voilà, ça c'est un fake, c'est faux, donc il ne faut pas y croire. » C'est vraiment... il faut avoir un flair exceptionnel, c'est pas donné pour tout le monde. D'accord, il y a de la désinformation, mais les gens s'informent quand même sur des textes en russe, quoi. Je veux dire, Oui, c'est ça, souvent sur des textes en russe, sur des vidéos russes. Et en plus, il ne faut pas oublier que la langue russe reste la langue qui est parlée en premier après le roumain ici. Même si les jeunes parlent de moins en moins le russe, mais la grande majorité comprend et parle le russe. Et moi, par exemple, je préfère m'informer des institutions de médias internationales en français, en anglais, en espagnol, en roumain, mais la population qui ne connaît pas d'autres langues, bien sûr qu'elle recourt à l'information en langue russe. Et c'est ça l'explication de l'influence de la propagande, de la désinformation qui est de plus en plus présente ici. Madame, vous avez été l'initiatrice de la définition de la langue roumaine comme seule langue officielle ici en Roumanie, lorsque vous étiez députée au Parlement de Moldavie. Mais avant d'en venir là, je voudrais vous poser une question sur ce que vous vouliez faire en plus
à ce moment-là, vous écrivez dans votre livre, il reste encore à adopter une nouvelle législation linguistique dont je suis également l'auteur, mais qui ne réunit pas suffisamment de voix pour être adoptée. De quoi s'agissait-il? Donc d'abord, revenons sur la constitutionnalisation de la langue roumaine, parce qu'il s'agit de ça en premier. Comme vous avez mentionné, j'ai été membre dans les instances de l'Agence universitaire de la francophonie durant 8 ans. Et c'était la période où le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, c'était Bernard Cerchellini, un grand linguiste français. Qui a été mon directeur de maîtrise à l'université de Paris 7. Félicitations, parce qu'il est devenu d'ailleurs très récemment docteur honoris causa de l'Université d'État de Moldavie. Il a visité notre université, il a été ici avec les étudiants, il a tenu des discours très intéressants, mais à cette époque-là, il était recteur de l'AEF. Et quand on se réunissait à Paris ou à Montréal, il nous demandait tous, en fait, tous les représentants des zones d'où nous venions, comment ça va avec le français, etc., etc. Il connaissait très bien la problématique linguistique ici à Moldavie, et moi je lui ai dit, écoutez, nous avons ce problème de la dénomination correcte de la langue dans la Constitution. Il a dit, Anna, la France, elle a procédé à la constitutionnalisation de certaines normes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et moi j'ai été à la source de la constitutionnalisation de la langue française en tant que langue de la République française. Mais là j'ai eu une idée géniale, il m'a suggéré cette idée de plaidoyer pour la constitutionnalisation de la déclaration d'indépendance de la République de Moldavie. Donc la déclaration d'indépendance date de 1991 et stipule que la langue officielle de la Roumanie est le roumain. De la Moldavie. Et le de roumain. La Moldavie, pardon. Et le roumain. Voilà. Alors mais que dans la Constitution, c'était le moldave. De 1994, c'était le moldave, retranscrit en lettres, en alphabet latin. Mais, vous savez, pour distinguer le moldave. Oui, c'est ça. Mais en fait, les politiciens qui manipulaient avec ces glottonymes, langue moldave, langue roumaine, ils laissaient tomber la deuxième partie de l'article 13, c'est-à-dire ils ne disaient pas la langue moldave en base de l'alphabet latin, mais la langue moldave. La Constitution dit que la langue officielle, c'est la langue moldave. Et alors j'ai rédigé une saisine à l'adresse de la Cour constitutionnelle dans laquelle je sollicitais la constitutionnalisation de la déclaration d'indépendance selon le modèle français. J'invoquais l'expérience de la France. Et le 5 décembre 2013, la Cour constitutionnelle a donné son verdict. J'ai tenu ma plaidoirie, qui a été une plaidoirie plutôt basée sur des faits historiques et linguistiques. Et bien sûr que j'ai invoqué l'expérience de la France. Et ensuite, mon appel final dans ma plaidoirie a été la phrase suivante. Mesdames et messieurs les juges, vous êtes des citoyens roumains, vous êtes des Roumains, donc vous allez vous allez rendre justice à la langue roumaine en République de Moldavie. Et c'est vrai que je me suis inspirée de l'avocat de Chateaubriand, quand en 1830 il a eu un procès au Parlement et il avait rédigé un article dans un journal dans lequel il plaidoyait pour la liberté d'expression. Et alors son avocat, il a tenu ces propos. Monsieur le juge, vous êtes la France et vous allez faire justice à Chateaubriand. Donc là j'ai utilisé un peu, je me suis inspirée de cette fameuse phrase de l'avocat de Chateaubriand pour l'adapter au contexte de la République de Moldavie. Bien. Donc revenons à la question que je vous posais. Vous écrivez « Il reste encore à adopter une nouvelle législation linguistique, dont je suis également l'auteur, mais qui ne réunit pas suffisamment de voix pour être adoptée. » Ça, c'était en 2014. 2014, mon mandat touchait à sa fin. De quoi s'agissait-il? Oui. Mon mandat touchait à sa fin et le jour où j'ai rédigé la saisine à la Cour constitutionnelle, j'ai aussi déposé au Parlement un projet de loi, un texte de loi qui s'appelait « Projet de loi sur les politiques linguistiques en République de Moldavie ». Dans ce projet de loi, j'ai mis sur
comme ça sur une sorte d'arbre classificatoire, si vous voulez, les domaines d'utilisation de la langue roumaine, ce qu'il fallait faire pour que la langue roumaine puisse se resplendir et que tout le monde connaisse la langue roumaine, des politiques de l'État pour faire apprendre aux minorités nationales la langue roumaine, etc., etc. Ce projet de loi, malheureusement, il n'a pas été adopté parce que la question linguistique elle est très sensible et les politiciens ne veulent jamais s'en prendre. Mais c'est vrai que 10 ans après, l'année passée en 2023, l'actuel pouvoir politique qui est là encore sur place, une majorité parlementaire pro-européenne, ce qu'ils ont fait, ils ont modifié pratiquement de point de vue technique toute la législation en consensus avec la décision de la Cour constitutionnelle de 2013. C'est-à-dire 10 ans plus tard, dans tous les textes de loi, le nom correct de la langue est écrit langue roumaine, mais c'était juste la mise en pratique de la décision de la Cour constitutionnelle de 2013. Donc la modification constitutionnelle entre en vigueur, si je puis dire, mais la politique linguistique que vous vouliez mettre en œuvre à cette époque n'a pas véritablement suivi. Cela dit, la réforme constitutionnelle aboutit au fait que la langue roumaine est la langue obligatoire à l'école, tandis que le russe devient une langue étrangère, si j'ai bien compris. Oui, c'est pas tout à fait le sujet de la réforme constitutionnelle. C'était pas le statut, mais le nom. Parce que, au lieu de dire langue moldave, maintenant, dans tous les textes de loi, on écrit langue roumaine. Mais le statut, c'est seule langue officielle. Alors qu'auparavant, il y avait un bilinguisme. Non, il n'y en avait pas. Dans la Constitution, c'était toujours une seule langue. Langue moldave en base de l'alphabet latin, et ensuite langue roumaine, tout simplement. Le bilinguisme était institué dans la loi sur le fonctionnement des langues sur le territoire de la République soviétique socialiste, qui a été adoptée en 1989, sous la pression de la foule qui était dans la rue. Et c'était la loi suite à laquelle on est revenu à l'alphabet latin. C'était ça. Mais le texte de loi, à l'époque, il paraissait être très révolutionnaire. Mais en effet, c'était un texte qui instituait le bilinguisme, parce que le russe était à côté de la langue moldave partout. Langue moldave, langue russe. Les citoyens ont le droit de s'adresser dans les institutions de l'État en langue russe. Ils ont le droit à recevoir en langue russe les réponses à leurs pétitions. Il faut traduire en langue russe tout, etc. Donc c'était une loi qui instituait le bilinguisme. Et cette loi a été abrogée par la Cour constitutionnelle en 2016 parce qu'elle était déjà obsolète. On a constaté qu'elle était obsolète, mais à sa place, on n'a rien adopté. Donc, quel est le statut officiel de la langue russe en Moldavie à l'heure actuelle? Aucun statut. Elle n'a aucun statut. Il n'y a aucune loi, aucune norme législative qui lui accorde un statut. Légalement, non. Mais dans la pratique, oui. Et vous savez, aux États-Unis... Il suffit d'entendre parler des gens dans les rues de... Aux États-Unis, on n'écrit pas dans la Constitution que l'anglais est la langue officielle des États-Unis, mais vous ne pouvez rien faire si vous ne connaissez pas l'anglais. Et dans l'Union soviétique, c'était la même chose. C'était la Constitution la plus démocratique du monde. Et il n'y avait aucun article qui stipule que la langue officielle dans l'Union soviétique, c'est le russe. Non, mais c'était le russe, la langue de l'Empire. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, il y a eu ce qu'on a appelé ici une révolution Twitter. Ah ouais. Je crois que c'était en 2019, c'est ça au moment... Non, 2009. 2009. Donc au moment où il y a eu des élections qui ont été contestées par la jeunesse ici. Et vous écrivez quelque part dans ce livre que cette révolution Twitter est la conséquence de changement de statut de la langue roumaine. Non, ce n'était pas la conséquence, mais c'était plutôt un déclencheur du changement du pouvoir politique ici, parce que c'était le parti néo-communiste qui était au pouvoir durant 8 ans,
Et la révolution Twitter a sommé ce parti communiste de reculer, voilà, parce qu'il y a eu des élections anticipées et une coalition pro-européenne est venue au pouvoir. C'était vraiment le moment en 2009 quand, en République de Moldavie, on a commencé à se débarrasser de ce néo-communisme. J'étais au Parlement, on avait interdit les passeports soviétiques qui étaient encore en vigueur jusqu'à cette époque-là. On a adopté des lois européennes selon les directives européennes. Donc notre parcours européen avait vraiment commencé en 2009 avec la venue au pouvoir d'une coalition de partis pro-européens. D'accord. J'ai une dernière question qui va peut-être vous surprendre. Mais vous connaissez peut-être Michel Labrec, qui a récemment écrit un livre, je me trompe peut-être sur son prénom d'ailleurs, qui s'intitule « La Moldavie dans l'œil du cyclone russe ». Ça vient de paraître. Il l'a écrit en collaboration, je crois, avec Mikhail Fusu. Il porte le même prénom, donc c'est bien de Michel Labrec qu'il s'agit. Et en note de son ouvrage, il écrit « Ici, il faut faire une précision, au XVIIIe siècle, la langue roumaine était écrite en alphabet cyrillique. » Ben oui, pas seulement au XVIIIe, mais au XVIe, XVIIe. La véritable latinisation du roumain s'est produite au XIXe siècle. C'est le siècle de la latinisation de la langue roumaine, de l'ouverture des premières bibliothèques. C'est la révolution de 1848 en Roumanie, les grands linguistes, les grands poètes, etc. Oui, c'était le siècle de la constitution, si vous voulez, de la constitution des normes de la langue roumaine. Mais, il faut également dire que la langue roumaine et l'alphabet latin est beaucoup plus ancien. Il est dû à l'activité des scribes ecclésiastes qui ont traduit la Bible en roumain. Et voilà, c'était la Bible en roumain, en langue roumaine avec l'alphabet latin, la Bible de Șerban Cantacuzino de 1688. C'était bien avant. Mais je ne comprends pas bien. Donc, si l'alphabet cyrillique était utilisé dans la langue roumaine jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ça concernait, ici, à Moldavie, ça concernait quel texte? La langue roumaine. Non, c'est une phrase trop générale qui ne peut pas être en effet, il faut creuser la question. J'ai pas eu le temps de le faire. C'est pas ça. Mais ça m'a étonné. Non, parce que je peux vous dire en Bessarabie, parce qu'à partir de 1812, la Bessarabie a été cédée à la Russie. Mais ça, c'est le 19e siècle. Oui, c'est le 19e. Oui. Et Labrec, là, dans ce qu'il avance, qui mérite d'être précisé, il dit que jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant la domination russe, qui n'intervient qu'à partir de 1812, avant la domination russe tsariste, l'alphabet cyrillique était utilisé pour retranscrire la langue roumaine. Il était utilisé en parallèle. Dans quel texte? Dans des textes, je ne sais pas, mais des textes ecclésiastiques, c'était la langue latine et les textes ecclésiastes plus anciens, parce que vous savez qu'en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne, la Bible a été traduite vers la langue nationale très très tôt, 11e, 12e, 13e siècle. Oui. Ici, la traduction vers la langue nationale, vers le roumain de la Bible, s'est produite au 17e, donc un peu plus tard. Mais il y avait des livres des ecclésiastes précoces à partir du 16e siècle, et c'était des livres qui étaient écrits en roumain avec le latin, parce que la Bible... Alors donc, quel texte utilisait le cyrillique jusqu'au XVIIIe siècle? Il y avait je ne sais pas, des textes, par exemple, Étienne le Grand, qui est considéré comme le personnage, la personnalité militaire, voilà. À la cour d'Étienne le Grand, on écrivait avec des lettres cyrilliques, mais également avec des lettres latines. Vous voyez, donc c'était les deux. Dernière question, la Roumanie a été évangélisée, a été christianisée par Saint André. Saint André, oui. Et Saint André,
il est C'est considéré... pas Cyril et méthode, mais est-ce que il a eu une influence sur l'alphabet utilisé en Non, je Roumanie? crois que ce sujet, en général, il y a un roman qui a été écrit par un écrivain moldave, ici, originaire d'ici, La nuit de Saint-Adrien, mais c'est en roumain. Et là, vraiment, c'est une description une description intéressante, historique, mais en même temps belles lettres, histoire d'amour, etc., de la christianisation, des valeurs orthodoxes, chrétiennes, etc. Mais je crois qu'on fait moins de références sur le texte et l'alphabet qu'on utilisait. C'est vrai que alors, nous sommes la dernière province latinisée, romanisée. C'est aussi vrai, là, il y a aussi une dispute. Est-ce possible, durant 150 ans, de détruire une langue, d'implanter une autre langue? Mais c'est vrai que le roumain, il porte des influences très très fortes du slave, du cyrillique, du turc aussi. Il y a beaucoup des mots qui proviennent du turc, celte, des tracogètes, etc. Donc ces superstras, astras linguistiques, ils sont présents. La structure de notre langue de point de vue grammatical, il y a aussi des influences peut-être slaves. Donc, mais on ne peut pas affirmer, parce que le français est aussi la langue latine la plus germanisée, on peut dire, mais elle est latine, elle est d'origine latine. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose de semblable entre le français, qui est une langue d'origine latine, mais qui porte de profonds et de forts accents germaniques, et le roumain, qui est une langue d'origine latine, mais qui porte des accents slaves, mais pas tellement selon la langue roumaine littéraire, normative. C'est une langue latine, elle ressemble beaucoup au portugais, mais beaucoup au portugais, à l'italien, donc c'est une langue latine. Et son alphabet doit être celui latin. Et en même temps, je dois vous dire que c'est vraiment... Parfois, en tant que linguiste, je suis mécontente du fait que durant 33 ans, on a lentement bougé en matière d'émancipation linguistique roumaine, mais en même temps, je regarde vers l'Asie centrale, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, qui parlent des langues turques, qui, il y a des siècles, avaient un alphabet arabe. Ensuite, ils ont passé à l'alphabet turc latin. Ensuite, ils ont passé à l'alphabet cyrillique. Et ils continuent d'écrire un alphabet cyrillique. Donc, vous voyez, alors, quand on compare ça, on dit « Ah, bah c'est bien, on a au moins changé l'alphabet. » Et on est revenu dans son QG linguistique latin qu'on mérite. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame Boutsou, pour cet exposé, pour cette interview très, très, très riche, qui, je l'espère, éclairera